Bonjour, chers étudiants. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 2. Alors, comme ça a été dit auparavant, donc il s'agit du chapitre qui parle des modèles classiques de l'atome. Alors, l'un des deux modèles qu'on va retenir parmi ces nombreux modèles qui ont été proposés pour la structure de l'atome, donc les plus intéressants, c'est le modèle de Rutherford. Ensuite, ce modèle-là, comme on va voir par la suite, il va présenter quelques incohérences et il sera remplacé plus tard par le modèle de Bohr. Et donc, le modèle de Bohr, c'est le modèle de Rutherford, mais il est amélioré par l'apparition ou par de la mécanique classique. Même ces deux modèles seront plus tard abandonnés depuis l'apparition de la mécanique quantique. Donc, le modèle de Rutherford, comme ça a été dit auparavant, donc il consiste en l'existence du noyau qui est où pratiquement la totalité de la masse de l'atome est concentrée. Autour de ce noyau gravitent des électrons et sur des trajectoires circulaires. Alors ici, donc pour la suite du cours, on ne s'intéressera qu'aux atomes à un seul électron comme l'hydrogène. Donc vous savez bien que l'hydrogène, c'est un noyau qui est chargé avec une charge plus E, Z égale à 1. Donc normalement la charge du noyau c'est ZE, mais plus que pour l'hydrogène, Z égale à 1. Et un électron qui fait un mouvement circulaire autour du noyau. Donc ça c'est le modèle de Rutherford. Donc, pour la stabilité du système, donc le système, c'est le noyau et l'électron. Donc ici, il faut que la force d'attraction qu'on voit ici dirigée comme ça entre le noyau et l'électron. Alors ici, on va supposer que entre le noyau et l'électron, il y a une distance qu'on appellera la distance R. Donc entre le noyau et l'électron va s'exercer une force d'attraction. Donc, le noyau aura tendance à attirer vers lui l'électron. Cette force attractive, c'est une force électrostatique. Voilà donc l'expression de la force électrostatique. Donc, la charge Q1, c'est la charge du noyau, c'est plus E. La charge Q2, c'est celle de l'électron, c'est moins E. Et donc, ça fait Q1, Q2, c'est égal à moins E carré. 4pi epsilon 0 R carré. R carré, R, on a dit, c'est la distance entre les deux particules. À cette force-là, puisque l'électron fait un mouvement circulaire autour du noyau, donc il y aura une force qui aura tendance centrifuge, donc on appelle une force centrifuge, qui est opposée à la force attractive et qui aura tendance à arracher l'électron, à l'enlever du noyau. Donc, puisqu'elle est due au mouvement de l'électron, donc elle est exprimée, donc c'est une force F égale à m gamma, et m c'est mv2r. Alors, donc pour l'équilibre du système, nous avons dit tout à l'heure, donc pour que le système reste stable, il faut que la force attractive soit égale à la force centrifuge en module. Donc, E carré 4pi epsilon 0 R carré égale à mv2 sur R. Donc, si vous simplifiez ici par R, donc on en déduit, donc on va appeler cette relation la relation 1, c'est mv2 égale à E carré 4pi epsilon 0 fois R. Donc, ça, c'est la relation, on va l'appeler relation 1, on va s'en servir tout à l'heure. D'autre part, vous avez l'énergie. L'énergie totale du système, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique, elle est due au mouvement de l'électron et l'énergie potentielle, elle est due au potentiel du noyau. Donc, d'après la relation 1, c'est-à-dire mv2 égale à E carré 4pi epsilon 0 R. Donc, l'énergie cinétique, ça va être égal à 1 demi E carré 4pi epsilon 0 R. Donc, E carré 8pi epsilon 0 R.
Maintenant, l'énergie potentielle, c'est quoi? Donc, c'est la charge fois le potentiel exercé par le noyau. Donc, la charge de l'électron, c'est moins E. Le potentiel, c'est E sur 4pi epsilon 0 R. Et donc, c'est égal à moins E carré 4pi epsilon 0 R. Donc, si vous faites la somme des deux, on trouve l'énergie égale à moins E carré 8pi epsilon 0 fois R. Ça, c'est la relation 2. Alors ici, nous constatons que l'énergie du système, c'est une fonction continue de R. Alors, donc ça, c'est un problème, c'est l'un des problèmes du modèle de Rutherford. C'est le fait que la fonction l'énergie soit une fonction continue de R. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on sait des lois électromagnétiques, alors, toute particule chargée qui fait un mouvement qui fait un mouvement de rotation, alors cette particule-là, elle va émettre un rayonnement. Donc, puisqu'elle est chargée, elle effectue un mouvement de rotation, donc à chaque moment, elle va émettre un rayonnement électromagnétique. Alors, ce rayonnement-là va faire perdre à la particule de l'énergie. Donc, l'électron, à force de tourner autour du noyau, il perd de l'énergie. Alors, si vous regardez l'expression de l'énergie, donc on a dit, donc l'expression c'est E égale à moins E carré, c'est moins 1 sur R. Donc, si l'énergie diminue, R diminue aussi. Donc, à force, donc a priori, à un moment donné, on va se retrouver avec une diminution du rayon et par suite l'électron pourrait tomber sur le noyau, c'est une chose qu'on ne voit jamais. Jamais l'électron ne tombera sur le noyau. Donc ça, c'est parmi les problèmes qui sont posés par le modèle de Rutherford, parce que le fait de dire que l'électron il effectue un mouvement de rotation continu autour du noyau, ça c'est pas possible puisque à un moment donné, selon les lois de l'électromagnétique ou selon les lois de la mécanique classique connues à ce moment-là, le noyau, donc à un moment donné, l'électron perd beaucoup d'énergie, il se rapproche du noyau et se retrouve sur le noyau, ce qui ne se passe jamais. La deuxième insuffisance, c'est le spectre de l'hydrogène. Alors, a priori, on devrait, pour l'hydrogène, avoir un spectre comme ça, continu. C'est-à-dire, l'énergie, puisque l'énergie est continue, donc toutes les radiations sont permises. Donc, on devrait avoir comme ça un spectre où toutes les couleurs se rapprochent l'une de l'autre. Or, le spectre de l'hydrogène est un spectre discontinu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette continuité dans les couleurs. Le spectre de l'hydrogène, c'est un spectre comme ça, avec des radiations ou des raies, on appelle ça des raies distinctes, chacune seule, avec du vide entre deux raies. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie n'est pas continue pour les électrons. Alors, avant d'expliquer ce phénomène ou d'essayer de corriger ce spectre, on va d'abord dire c'est quoi un spectre? Comment on peut obtenir un spectre? Alors, un spectre d'émission, on appelle ça un spectre d'émission, c'est un spectre caractéristique de l'atome ou du matériau. Donc, ça veut dire c'est comme une empreinte digitale pour l'identification de l'atome. Alors, vous savez que l'atome le plus simple, c'est l'hydrogène. Il possède un noyau plus E, chargé plus E, et un électron moins E. Donc, c'est l'atome le plus simple. Il va évidemment posséder le spectre le plus simple. Alors, comment on obtient un spectre? Alors, le dispositif expérimental est celui-là. Donc, vous avez ici, on met dans ce tube, on met le gaz à étudier, donc en l'occurrence l'hydrogène dans notre cas ici, et on va lier les extrémités du tube à un dispositif de décharge électrique. Alors, lorsqu'on envoie l'électricité entre les bornes du tube, les molécules, les électrons du gaz vont être chauffés et ils vont libérer de la lumière. Alors, de la lumière sera émise du tube
elle va passer par un prisme. Alors, vous savez, le rôle du prisme, c'est pour sélectionner ou pour disperser la lumière. Donc, elle va la disperser. Et si on met ici un écran, on va recevoir l'impact des rayons émis, la lumière émise sur le spectre. Alors, on voit des raies distinctes. Ça veut dire que ce sont des raies qui ont des longueurs d'onde différentes. Parce que ici, la lumière, vous avez le rouge, le jaune, le vert, etc. Et chacune est caractérisée par une longueur d'onde différente. C'est ce qu'on appelle un spectre discontinu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité entre les couleurs. Ici, dans le spectre continu, on avait vu qu'entre le rouge et l'orange, il n'y avait pas d'espace, c'était complet, c'est-à-dire que toutes les énergies étaient permises. Donc, il y avait des valeurs d'énergie entre ces deux raies, et donc par suite, les raies étaient, le spectre, les couleurs étaient chevauchées entre elles. Alors voilà l'interprétation. Alors comment déjà comment on observe, pourquoi on observe cette lumière? Alors l'interprétation est la suivante, c'est que lorsque à l'état initial, les électrons sont à l'état fondamental, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas excités. Lorsqu'on apporte de l'énergie, c'est-à-dire avec la décharge électrique, ils vont passer d'un état fondamental à un état excité. Alors, une fois l'état excité est passé, ils reviendront à l'état fondamental, au l'état initial. Et à ce moment-là, pendant ce retour, ils auront de l'énergie en plus dont ils vont se débarrasser. C'est-à-dire, ils prennent de l'énergie et ils sont excités. Ils vont passer à un état excité. Après, pour le retour à l'état fondamental, les électrons vont se débarrasser de l'énergie qui est excédentaire, c'est-à-dire qu'ils ont en plus. Alors, cette énergie-là, elle sera libérée sous forme d'énergie lumineuse. Et c'est la lumière qu'on reçoit ici. Donc, une fois la décharge électrique envoyée, alors les électrons qui sont dans le tube passent de l'état fondamental à un état excité parce que donc ils vont avoir de l'énergie qui leur permet de passer à l'état excité. Pour revenir à l'état initial ou l'état fondamental, les électrons doivent se débarrasser de cette énergie excédentaire. Donc, et ils vont s'en débarrasser sous forme de lumière ou d'énergie lumineuse. Alors, donc, la lumière émise va passer par un prisme. Le prisme, donc, il va disperser les différentes couleurs et on va donc obtenir ce spectre-là avec des valeurs, avec des raies qui sont discontinues. Ici, vous avez un autre dispositif, si vous voulez, donc ici, vous voyez la différence entre un spectre d'émission discontinu et un spectre continu. Ici, vous voyez très bien que les couleurs entre le vert, le jaune, le rouge, le jaune, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire les couleurs chevauchent entre elles. Donc, les atomes de l'hydrogène n'émettent de la lumière que de certaines longueurs d'onde. Donc ici, s'il n'y a pas de continuité, ça veut dire que les atomes d'hydrogène ne vont pas émettre toutes les lumières possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça veut dire que les énergies ne sont pas, il y a certaines énergies qui ne sont pas permises. Donc, on aura seulement quelques longueurs d'onde qui seront émises et pas toutes. Donc, c'est pour ça qu'on a cette discontinuité dans le spectre. Alors, la longueur d'onde de ces raies, on appelle ça des raies. Donc, la longueur d'onde de ces raies a été obtenue par une formule empirique. Alors, c'est quoi une formule empirique? Empirique, ça veut dire c'est une relation qui est faite à partir des données expérimentales. Donc, par exemple, ici, ils vont voir que, par exemple, la longueur d'onde ici, elle a de quelques nanomètres. Donc, à partir de cette longueur d'onde, ils vont essayer de trouver quelle est la relation qui leur permet de trouver cette valeur, de retrouver cette formule. Et donc, cette formule-là a été trouvée. Avec RH, c'est une constante qu'on appelle constante de Rydberg.
Lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière. Et donc, n et m vont être des entiers tels que m supérieur à n plus 1, supérieur ou égal à n plus 1. Donc, vous avez m toujours supérieur à n plus 1, supérieur ou égal. D'accord? Donc, voilà le spectre. Donc, vous avez ici les longueurs d'onde qui sont possibles. Alors, donc, donc, nous avons vu en conclusion, donc, nous avons le modèle de Rutherford et nous avons vu les problèmes qu'il pose. La première chose, c'est le fait que euh, l'électron ne peut pas tourner de façon continue autour du noyau parce que sinon il perd de l'énergie et va se retrouver sur le noyau, chose qu'on ne voit jamais. La deuxième chose, la loi cette loi-là de la relation de l'énergie qu'on a trouvée, avec cette relation, on devrait s'attendre à un spectre d'hydrogène qui est continu. Parce que l'énergie est continue, donc il y a pas de valeurs d'énergie qui ne sont pas possibles. Donc toutes les valeurs sont possibles et du coup, il y aura un spectre avec des couleurs qui entrent l'une dans l'autre. Or, en réalité, le spectre de l'hydrogène est un spectre qui est formé par des raies distinctes et chaque raie correspond à une longueur d'onde. Et bien évidemment, chaque longueur d'onde va correspondre à une énergie. Donc, il n'y a pas cette continuité dans l'énergie. Alors, d'où la nécessité de trouver quelque chose de plus adapté à l'atome. Alors, c'est là où vient la théorie de Bohr. Alors, Bohr va garder le modèle de Rutherford, mais il va l'améliorer en se basant sur la théorie quantique. Alors, avant de dire ou de passer à la théorie de Bohr, on va d'abord dire ce que c'est la théorie quantique, à quoi elle consiste. Alors, en mécanique classique, on a vu donc la lumière, c'est considéré comme une onde. C'est-à-dire, vous avez la lumière, donc c'est une onde, et donc avec ça, on peut expliquer les phénomènes de réflexion, réfraction, interférence, etc. Et la radiation lumineuse, elle sera caractérisée par une fréquence nue égale à c sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde et c, c'est la vitesse de la lumière. Seulement, il y a un phénomène qui a été découvert bien avant, en 1800, en 1800, pardon, en 1887, c'est l'effet photoélectrique. Donc, en considérant cette théorie de la mécanique classique, on pouvait pas expliquer le phénomène photoélectrique. Alors, à quoi consiste le phénomène électrique? C'est quoi? Alors, ce phénomène, il a été mis en évidence par Hertz en 1887. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hertz? Donc, il a pris une plaque métallique. Donc, qui dit plaque métallique, ça veut dire qu'il y a des électrons qui sont liés comme ça au métal par des forces. Alors, lorsqu'il envoie une radiation ou un rayonnement électromagnétique qui a une certaine fréquence, il y aura des électrons qui vont s'échapper du métal et s'éjecter. Donc, un rayonnement électromagnétique qui va arriver sur la surface du métal et va permettre l'éjection des électrons du matériau. Alors, ça veut dire quoi? Donc, mais avant d'aller plus loin, ici, la fréquence du rayonnement, seulement le problème qui s'est posé, c'est que des fois, même avec les électrons ne sont pas tout le temps éjectés, c'est-à-dire ils ne sont éjectés qu'à partir d'une certaine fréquence. Donc, si la fréquence est suffisante pour un matériau donné, donc les électrons sont éjectés. Des fois, les électrons ne sont pas éjectés avec n'importe quelle fréquence. Alors ça a posé un problème. Donc, comme on vient de dire, les électrons ne sont éjectés ou ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée.
Donc, elle sera élevée et dépasse une fréquence limite. Donc, élevé, ça va dépendre du métal aussi, parce que quand on dit élevé, c'est pas élevé pour tous les matériaux, ça va dépendre du matériau. Donc, si la fréquence et la fréquence qu'on atteint pour chaque matériau est dite fréquence seuil. Si la fréquence émise de la lumière émise n'est pas supérieure à la fréquence du matériau, seuil qu'on appelle fréquence seuil, à ce moment-là, les électrons ne sont pas éjectés. Donc, c'est-à-dire comment on explique ça? Donc, ils envoient des rayonnements énergétiques ou un rayonnement électromagnétique. Alors, à partir d'une certaine fréquence, si la fréquence seuil du matériau n'est pas atteinte, les électrons ne sont pas éjectés. Ça, c'est la première chose. Alors, ils n'ont pas compris. Donc, cette fréquence seuil va dépendre du matériau et elle est liée à l'énergie de liaison des électrons qui peuvent être émis. C'est-à-dire que pourquoi ces électrons-là seront émis? Parce que parce que lorsque le rayonnement énergétique va arriver sur le métal, si la fréquence n'est pas suffisante, normalement les électrons sont liés au métal par des forces. Si cette énergie n'est pas suffisamment importante pour casser la liaison électron-métal, alors les électrons ne sont pas éjectés. Donc il faut que la fréquence de la lumière et que l'énergie atteinte par les électrons soit suffisamment grande pour que la liaison énergie-métal soit rompue. Et à ce moment-là, l'électron est libre et il pourra être éjecté. Alors, par exemple, pour une plaque de césium, la lumière de longueur d'onde supérieure à 650 nanomètres ne produit aucun effet sur quelle que soit l'intensité de la lumière. Donc, si vous avez une plaque de césium, et si on envoie même si on envoie une lumière dont la longueur d'onde est supérieure à 650 nanomètres, ça veut dire que cette lumière-là ne produit pas l'effet photoélectrique. Il n'y a pas d'électrons, donc on n'arrive pas à libérer les électrons du métal. Alors, donc, ce phénomène-là est resté sans explication parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, même si on augmente l'intensité de la lumière, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, en augmentant l'intensité de la lumière incidente, ça ne permettait pas aux particules, aux électrons de s'éjecter. Donc, le seul paramètre qui a une influence, c'est vraiment la fréquence. Si la fréquence est supérieure à la fréquence seuil, à ce moment-là, les électrons seront éjectés, même si l'intensité de la lumière est faible. Donc, l'intensité n'a aucun effet, c'est surtout la fréquence qui aura beaucoup d'effets sur l'énergie des électrons qui seront émis par la suite. Donc, ces phénomènes vont rester comme ça sans explication parce qu'ils ne trouveront pas, parce que la théorie admise à ce moment-là qui disait que la lumière était une onde ne permettait pas d'exprimer ce phénomène parce que à ce moment-là, pour eux, augmenter l'énergie de la lumière, c'était augmenter l'intensité. Or, c'était pas ils ont remarqué que même s'ils augmentent l'intensité de la lumière, les électrons n'arrivent pas à sortir du métal. Donc, il y avait autre chose que l'intensité. Voilà, donc ça c'était l'explication. Maintenant, l'interprétation. Alors, ce phénomène-là, dit phénomène photoélectrique, ne sera expliqué ou interprété qu'après la notion de quantification de l'énergie par Einstein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Alors, Einstein, qu'est-ce il va dire? Alors, il va donner à la lumière un autre aspect qu'ondulatoire. Il va dire que la lumière, c'est une onde, mais c'est aussi, la lumière est une onde, mais elle transporte aussi des particules. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'onde, vous imaginez comme si vous aviez une corde. Donc, lorsque la corde bouge, donc ça fait une onde. Donc, la lumière, c'est une onde, mais à l'intérieur de cette onde, il y a des particules qu'il va appeler photons. Alors, ces particules-là se déplacent à la vitesse de la lumière et chaque photon va transporter une énergie qui est proportionnelle à la fréquence à la fréquence de la lumière.
Donc, je répète, donc il y a le phénomène photoélectrique. Donc, je reviens un peu pour que vous soyez, pour vous remettre dans l'expérience de Hertz. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, Hertz? Il a vu que lorsqu'il envoyait un rayonnement sur une plaque, alors une plaque métallique, c'est une plaque qui contient, ça veut dire qu'à l'intérieur du métal, il y a des électrons qui sont liés au métal par des forces. Alors, lorsque il envoie un rayonnement énergétique sur la lumière, sur la plaque, pardon. Si la lumière, si ce rayonnement n'atteint pas une certaine fréquence, qu'on appelle la fréquence seuil, et qui est propre au métal, les électrons ne sont pas éjectés. Alors, pourquoi les électrons seront éjectés? Par quel phénomène vont être éjectés les électrons? Alors, les électrons ne seront éjectés que si l'énergie de la lumière qui arrive sera supérieure assez grande pour que les électrons puissent casser la liaison électron-métal. Alors, lorsque cette liaison est cassée, les électrons seront libérés, seront libres. Donc, ils ont essayé d'autres expériences. Donc, ils ont essayé de corriger ça. Donc, des fois, ils envoyaient des rayonnements et les électrons ne sortent pas. Donc, pour corriger ça, ils pensaient, puisque la lumière, c'est une onde, donc, ils pensaient pouvoir, en augmentant l'intensité de la lumière, corriger pouvoir éjecter des électrons. Mais ils ont constaté que même s'ils augmentent l'intensité, si cette fréquence-là n'est pas atteinte, les électrons ne sont pas éjectés. Donc ça n'avait rien à voir avec l'intensité de la lumière, il y avait autre chose. Alors, ce phénomène va rester inexpliqué jusqu'à l'apparition de la théorie quantique qui a été interprétée par Einstein. Alors, qu'est-ce qu'il dit Einstein? Il dit la lumière, c'est une onde. Donc ça, il adopte les théories de la mécanique classique, mais en plus d'une onde, la lumière porte des particules qu'il appellera, lui, photons. Donc, ces photons-là se déplacent donc à la vitesse de la lumière, comme l'onde, mais chaque photon va transporter une quantité d'énergie qu'il appellera E nu et qui est égale à la fréquence du photon incident multiplié par la constante H, qu'il appellera constante de Planck. Donc, la lumière, c'est une onde, mais aussi elle est formée par des particules. Chaque particule appelée photon va transporter de l'énergie et cette énergie-là, elle est proportionnelle à la fréquence nue. Donc, ce n'est que comme ça qu'ils ont pu expliquer le phénomène, l'effet photoélectrique. Alors, comment ils ont expliqué l'effet photoélectrique? Alors, si on considère que la lumière est porteuse de photons, et chaque photon porte une énergie H nu. Donc si, dans la source lumineuse qui arrive sur le métal, donc les photons vont avoir une énergie H nu. Si cette énergie alors l'énergie, l'électron avec le rayonnement incident avec des photons, si le photon possède une énergie H nu, d'accord? Alors si l'électron qui est dans le métal absorbe cette énergie H nu, si cette énergie-là est supérieure à l'énergie qui est assez grande pour qu'il puisse casser cette liaison électron-métal, l'électron sera éjecté. Et normalement, donc, ça veut dire qu'il va avoir une énergie H nu qui est supérieure à l'énergie de la liaison électron-métal. C'est pour ça que donc H nu, donc le fait que les électrons seront émis va dépendre uniquement de la
va dépendre uniquement de l'énergie, du photon, donc de la fréquence nue. Donc, je répète, donc, dans cette interprétation de pardon, excusez-moi, d'Einstein, donc l'absorption d'un photon permet d'expliquer toutes les caractéristiques du phénomène. Donc, on parle du phénomène de fait photoélectrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les photons de la source lumineuse, c'est-à-dire la radiation qui est incidente, donc on a dit, elle est formée par des photons. Et chaque photon possède une énergie h nu. Lorsque l'électron du matériau absorbe un photon et que son énergie est supérieure à l'énergie W de liaison de l'électron et métal, celui-ci est éjecté. Si cette énergie-là n'est pas suffisamment grande ou elle est inférieure à W, qui est l'énergie de liaison électron-métal, alors à ce moment-là, l'électron reste prisonnier du métal et ne peut pas s'échapper du matériau. C'est pour ça que même si on augmente l'intensité de la source, donc l'intensité de la source ne change rien, l'énergie des photons, mais elle va augmenter leur nombre. Il y aura beaucoup de photons, mais l'énergie du photon ne change pas. C'est pour ça que lorsque au début ils essayaient d'éjecter les électrons en augmentant l'intensité, cette augmentation-là ne changeait rien parce que en fait, c'était pas question d'intensité, c'était surtout question de fréquence. C'est la fréquence qu'il fallait augmenter. Donc, donc la fréquence, donc voilà pourquoi donc ils ont pu expliquer le phénomène photoélectrique 20 ans plus tard. C'est-à-dire le phénomène il a été découvert en 1887, je crois, et la théorie du quantum a été vraiment utilisée qu'en 1905. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça? Donc, en plus de son aspect ondulatoire, la lumière présente un caractère corpusculaire, c'est-à-dire elle est formée de grains ou de particules qu'on appelle grains de lumière. Les grains de lumière, ils seront appelés par Einstein, ils seront appelés photons. Chaque photon va transporter une quantité d'énergie. Donc, ou quantum d'énergie. Donc, quantum, c'est quantité. Donc, quantum d'énergie, donc un quantum, c'est quoi? Un quantum, c'est égal à h nu, parce qu'on a dit tout à l'heure, donc chaque photon transporte une énergie E nu égale à h nu. Donc, Bohr va utiliser la théorie des quanta, donc il va utiliser cette théorie-là pour améliorer le modèle planétaire de Rutherford et corriger ses insuffisances. Donc, on va arrêter ici cette vidéo, je crois, pour que vous puissiez la voir tranquillement et on continue sur le modèle de Bohr la prochaine vidéo. Merci.